D'accord. Donc, je suis le docteur Mafoufi, hein, comme je me suis présentée tout à l'heure, Nora, donc pédiatre en orientation neuropédiatrique. Donc, là, je vais vous parler en fait des origines du TDAH. Donc, en fait, il y a plusieurs hypothèses étiologiques. Il y a une base neurobiologique qui a été mise en évidence grâce à l'imagerie fonctionnelle, l'IRM fonctionnelle. On a mis en évidence en fait une hypoactivité des systèmes striato-préfrontaux du système dopaminergique. Donc un S là, hein, désolé. Et au niveau des études génétiques, on a retrouvé chez des jumeaux monozygotes, lors de la présence d'une hyperactivité chez l'un des jumeaux, une présence chez l'autre jumeau dans 66% des situations. On retrouve des antécédents d'hyperactivité assez fréquemment dans les interrogatoires. Quand il y a une incidence familiale, le risque est multiplié par 5. L'un des gènes candidats serait le gène DAT1, mais il y en a d'autres également qui peuvent être responsables. On parle aussi d'origine environnementale. In utero, on recherche dans les antécédents un alcoolisme fœtal, un tabagisme important, une toxicomanie maternelle, retard de croissance intra-utérin, une prématurité, une anoxo-ischémie, c'est-à-dire en fait une détresse respiratoire sévère avec baisse d'oxygénation, les syndromes d'apnée du sommeil, les carences martiales importantes, c'est-à-dire les carences en fer, et les grandes difficultés socio-éducatives. Donc, le diagnostic, Séverine, elle vous en a longuement parlé. Donc, en fait, il y a la triade impulsivité, hyperactivité et inattention. Donc, tous les 3 ne sont pas forcément présents chez les enfants. Donc, les symptômes doivent être durables, permanents, à l'école ou à la maison. Mais en fait, il peut y avoir une fluctuation selon le cadre. Il y a un retentissement sur la vie scolaire et sociale. Les troubles, la plupart du temps, quand les gens consultent, les troubles sont assez anciens. En tout cas, ils sont survenus avant l'âge de 7 ans. Donc en fait, c'est essentiellement un diagnostic clinique. Et on se doit toujours d'éliminer un diagnostic différentiel, en fait, hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas une cause organique. Alors, le diagnostic différentiel, les causes organiques d'hyperactivité, ça peut être tous les troubles psychopathologiques, la dépression, la psychose, la maltraitance, la déficience mentale, les autres troubles des apprentissages, les déficits sensoriels, notamment la surdité. Ça fait partie, en fait, quand un enfant vient pour des difficultés attentionnelles, ça peut être intéressant de vérifier l'audition, s'il y a de nombreux épisodes d'otite notamment. Les pathologies neurologiques comme l'épilepsie, l'infirmité motrice cérébrale, l'hydrocéphalie, la narcolepsie, les syndromes génétiques comme par exemple le syndrome de Williams, mais ce n'est pas le seul, les intoxications au plomb, au mercure. La prise de médicaments peut provoquer une hyperactivité, comme par exemple la prise de benzodiazépine, et l'hyperthyroïdie peut provoquer également une hyperactivité. Le diagnostic différentiel d'inattention, c'est également la déficience intellectuelle. L'absence épileptique, en fait, ça se caractérise par des ruptures de contact. Souvent, en fait, ce sont les enseignants qui peuvent se rendre compte, par exemple, d'épisodes de trous dans les dictées. Ce sont des enfants qui, brusquement, en fait, vont avoir des ruptures de contact.
et donc on fait le diagnostic sur l'électroencéphalogramme. Ensuite, la fatigue aussi peut provoquer des troubles de l'attention, l'inhibition psychique avec anxiété, dépression, les troubles de la pensée, quand la pensée est empêchée et les enfants rêveurs. Donc les comorbidités, c'est-à-dire toutes les complications qui se surajoutent au TDAH et à les troubles des conduites, les troubles oppositionnels, les troubles anxieux, les tics. Il peut y avoir une dyslexie dans 30 des cas qui est souvent visuo-attentionnelle et parfois des dyspraxies. Donc on fait le diagnostic de TDAH s'il y a les critères du DSM-5, donc comme vous a bien décrit Séverine. Souvent on donne le test de Conners, la version parent, la version enseignant, pour avoir un aperçu de la façon dont se comporte l'enfant à la maison et à l'école. C'est important quand même d'avoir l'avis des neuropsychologues, d'avoir un WISC-5 avec une étude également de la fonction attentionnelle et des fonctions exécutives. Ensuite, donc en consultation, en général, c'est toujours intéressant aussi d'avoir par exemple les appréciations des enseignants, quand c'est possible, les cahiers. C'est toujours instructif. Donc le traitement, c'est une prise en charge globale. Il y a souvent une proposition de suivi psychologique. Alors, ça peut être une thérapie individuelle, une guidance familiale, une thérapie familiale, une thérapie comportementale. Le médicament de référence, c'est la méthylphénidate, mais tous les enfants qui ont un TDAH n'ont pas forcément besoin de passer par le médicament. C'est vraiment chaque situation est très différente. La durée du traitement est en général de 2 à 3 ans. Ça peut durer un peu plus longtemps. C'est beaucoup plus efficace s'il y a une thérapie associée. Les autres traitements possibles, c'est la psychomotricité qui stimule la concentration et le graphisme. Tout ce qui est conseil éducatif à la fois aux parents et aux enseignants, je pense que c'est essentiel. Moi, en fait, dans mon expérience au quotidien, j'ai l'impression que les enseignants sont vraiment en demande de conseils et qu'ils se sentent un peu seuls face à tous les troubles, en fait, hein. Le TDAH, mais aussi tout ce qui est trouble 10, ils ont beaucoup de mal à les repérer et à parvenir à trouver des méthodes pour mieux aider les enfants. L'orthophonie, s'il y a des troubles associés. Par contre, là, je voulais rajouter également, pour les plus grands, l'ergothérapie, ça peut être intéressant également. Donc le traitement, le méthylphénidate, on le donne en général quand les enfants ont plus de 6 ans. La première prescription, elle doit être, en France en tout cas, elle doit être obligatoirement faite par un médecin hospitalier. La première. Donc ça peut être un pédiatre, un neuropédiatre ou un pédopsychiatre. C'est la première ordonnance. En fait, une ordonnance ne peut durer que 28 jours. Donc c'est une ordonnance sécurisée avec un petit carré. Donc la prescription doit être faite en toutes lettres. En général, on commence par une posologie de 0,5 à 1 à 0,5 mg/kg et on peut aller jusqu'à 1 mg/kg. On commence avec une forme standard et on augmente progressivement. On peut passer par la suite de la forme standard à la forme retard.
En général, on s'aperçoit de l'efficacité du traitement, au bout de 1 mois, hein, c'est assez rapide. Concernant, la prise journalière du traitement, elle est prise le matin en général. Le méthylphénidate, standard agit en 45 minutes et pendant 4 heures. La forme retard agit pendant 8 heures. Les contre-indications au traitement, c'est tous les troubles psychiatriques, la dépression, la psychose, l'anxiété, les tics, les syndromes de Gilles de la Tourette, les affections cardiovasculaires sévères, le glaucome et l'hypersensibilité au méthylphénidate. Avant de mettre en route un traitement par méthylphénidate, on doit toujours faire un électrocardiogramme, un examen clinique complet et surveiller, la tension artérielle. Les effets secondaires possibles, ils sont assez transitoires, c'est les céphalées, vertiges, somnolence, nausées, douleurs abdominales, l'anorexie, les troubles du sommeil, les troubles de l'accommodation, avec flou visuel, les palpitations, tachycardie et élévation de la tension artérielle et le ralentissement staturo-pondéral. Donc en fait, à chaque consultation, on doit surveiller, la tension, la taille et le poids. Et il faut également, demander à l'enfant et à ses parents s'il n'y a pas de trouble du sommeil. Donc en fait, en général, la reconduction, mois par mois, elle se fait plutôt par, le médecin traitant de proximité. Et puis il y a une, mise au point en fait par le médecin, neuropédiatre, une fois tous les 3 4 mois. Et donc la prescription initiale, elle doit être faite obligatoirement, par un médecin, hospitalier. Voilà, mais moi, en fait, je suis persuadée que la prise en charge, est globale et je trouve ça assez réconfortant de voir qu'il y a des neuropsychologues qui se préoccupent, de l'enfant, d'autres qui se préoccupent, qui se sont vraiment spécialisés dans l'accompagnement des parents, dans l'accompagnement des enseignants. En France, j'ai l'impression qu'on a encore, beaucoup d'efforts à faire pour organiser des passerelles, notamment avec l'éducation nationale avec lesquelles on a parfois du mal à communiquer en fait sur les troubles 10 en général. Voilà, ben, j'ai fini.